Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 8h50, les grands débats ce matin avec un débat important sur la sécurité, l'une des priorités des Français, grand oublié peut-être du moment et qui revient forcément à la suite des incidents du Stade de France. Et Michael Lejarre est avec nous, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes Merci. cofondateur d'Agora Manager et Agora Média, directeur de publication de A-News Sécurité. Avec nous aussi Lydia Guérousse. Oui, Lydia Guérousse, Elisabeth Lévy et vous au 0826 300 300. Je sais que vous êtes très nombreux à appeler par exemple autour de la vidéosurveillance, de la reconnaissance faciale. Est-ce qu'il faut mettre ça en place en vue des Jeux Olympiques, hein? C'est les questions qu'on pose sur les réseaux sociaux ce matin. On verra ça dans un instant avec vous. Mais tout d'abord, Michael Lejarre, puisque vous y connaissez très très bien en matière de sécurité. Alors quand on parle sécurité, souvent on imagine force de l'ordre. Or, il n'y a pas que les forces de l'ordre. Il y a aussi la sécurité privée. Et là, est-ce qu'il y a eu un problème justement entre la sécurité privée, déléguée par l'UEFA, et puis les forces de l'ordre, les policiers autour du Stade de France? Juste avant, effectivement, la sécurité intérieure sur les 10 prochaines années, ça va être un grand problème. Ouais. Et ça va s'accentuer. Et il faut absolument qu'il y ait une meilleure coopération entre le public, le privé et le civil. Dans les événements, mais aussi dans la rue, partout. On voit dans d'autres pays européens que ce continuum de la sécurité, je me rappelle, qui avait été mis en place comme idée par Gérard Collomb, alors ministre de l'Intérieur, est bien plus pratiqué, comme en Espagne, et fait figure de proue, d'exemple. C'est-à-dire en Espagne, c'est-à-dire que une gestion beaucoup plus par le privé de la sécurité. Non, le privé reste sous la tutelle de toute manière des préfets, de la sécurité publique. Elle n'est pas là pour remplacer la sécurité publique, elle est bien là en appui sur des problématiques qui doivent d'ordre technologique ou de surveillance humaine, de gardiennage ou de sécurité événementielle. Alors, sur ce qui s'est passé au Stade de France, moi j'aimerais rappeler qu'au contraire, d'un point de vue opérationnel, la coopération publique-privée a été fabuleuse. On a évité. Ça a marché, ça. Oui, dans l'enceinte du stade, ça a parfaitement marché. Alors, aux abords, il y a d'autres problématiques, mais heureusement que la sécurité publique a agi de la sorte, que le préfet a mis et a levé un système de préfiltrage, parce qu'on aurait eu un drame humain. Et il faut se rappeler quand même quelque chose. Moi, j'aime beaucoup les Anglais, j'ai des amis anglais, j'ai pas de problème. Mais il y a un an, un chaos total à Wembley lors de la finale de l'Euro 2020 qui s'est passé en juillet 2021. Il faudrait le rappeler, il y a eu plus de 60 blessés, des agents de sécurité à l'intérieur du stade qui ont été tabassés. Donc moi je veux bien qu'à un moment donné on critique Elisabeth, la France. vous allez poser votre question dans un instant. Critique la France et l'organisation. Enfin, en matière d'organisation, la coopération publique-privée, franchement, elle est de très bonne augure. Alors maintenant, il y a eu des problèmes, évident, mais la coopération à l'intérieur du stade a très bien fonctionné. À l'intérieur du stade, avec une solidarité exemplaire des forces de l'ordre et avec la sécurité privée. Je rappelle qu'il y a eu 1800 agents de sécurité privée aux abords du stade. Il faut compter à peu près dans les événements un agent de sécurité pour 200 spectateurs. Ce que vous dites, c'est que s'il n'y avait pas eu quand même cette bonne coopération, c'est que au contraire, il y aurait eu en fait des drames, quoi. Compte tenu en fait de l'affluence et de tout ce qui s'est passé. On va revenir dans les détails dans un instant. Oui, le drame, il a d'abord été évité par le préfet. Oui. Il faut le dire. Heureusement qu'il y a un levé de barrage. Oui. C'est-à-dire, le levé de barrage, c'est quoi alors sur le système de préfiltrage, on a un afflux massif de supporters, alors avec des faux, des vrais billets, et puis là-dessus, le chaos attire le chaos, et donc on a des bandes organisées qui sont structurées, connues par les services de police, et qui vont dépouiller. Oui, les services de police le savent. Les services de police le savaient, qu'il y avait à la fois des faux billets qui allaient circuler en masse, bien sûr, ils avaient été alertés, et qu'il y avait aussi des bandes organisées qui venaient et qui viennent parfois aux abords des stades et des événements pour dépouiller les spectateurs. Oui, enfin, ces bandes organisées, elles sévissent un petit peu partout aujourd'hui en France, il faut le savoir. Oui. C'est clair, et elles sont très bien organisées. C'est un peu comme le vol des montres de Rolex. Vous avez une montre de grande qualité, de grande valeur. Vous avez des bandes qui sont spécialisées sur ce vol. Bon, alors, non, là, je dis que la sécurité publique peut plus tout faire. Oui. Il faut avoir une alliance sécurité, une coopération plus accrue entre la sécurité publique et la sécurité privée. Ça s'appelle le continuum de sécurité. Et il y a une émulation là-dessus. Il faut défendre cette idée-là, sensibiliser aussi les médias et les journalistes.
de cette importance capitale et qu'on voit dans d'autres pays où ce type de problème, il n'y a pas. On a vu une finale d'Europa League à Séville, vous avez plus de 130 000 spectateurs qui viennent, Francfort, Glasgow Rangers. Il n'y a pas eu un problème. Alors que là, on a eu quand même des problèmes. Alors, peut-être aggravé par tout le contexte. Oui. Question d'Elisabeth Lévy et Lydia Guérousse pour aller jusqu'à 9h. Oui. C'est pas tant une question, pardonnez-moi, qu'une remarque sur vos propos. D'abord, je trouve ce satisfecit des drames ont été évités, excusez-moi, assez déplacé, parce que en croire les témoignages de certaines familles qui ont été détroussées, elles ont vécu des drames. Alors je trouve qu'il y a quand même pas de quoi paboiser sur la coopération. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de mort. Oui, c'est formidable. Alors, excusez-moi, vous m'avez dit... non, mais je peux aller jusqu'au bout de ma question ou pas? Allez-y. Merci. Excusez-moi, il n'y a pas de mort. C'est merveilleux. Maintenant, on va se féliciter parce qu'il n'y a pas de mort en finale de foot. Non mais ce que j'entends me stupéfie. Deuxièmement, d'après ce que j'ai lu, il y a un certain nombre de stadiers, alors je ne sais pas, c'est pas la sécurité ça, mais ce qu'on appelle des stadiers, j'ai découvert ce terme maintenant, qui semble-t-il, d'après des témoignages que j'ai regardés hier soir, de policiers notamment, ont tout simplement pactisé avec des fraudeurs qui ne semblaient pas tout à fait anglais. Donc des gens des cités qui ont profité du chaos pour essayer de rentrer. On a tous vu cette vidéo. Et troisièmement, vous parlez de la levée des barrages. Le problème, c'est qu'en fait, il y aurait dû avoir des barrages beaucoup plus loin du stade et que ces barrages, ils n'ont pas été levés pour la simple raison qu'ils n'ont jamais existé. Alors, je trouve votre triomphalisme un peu déplacé. Non, Elisabeth, petite précision, c'est des barrages près du stade, hein, bien sûr, et Michael. Oui, mais il devait y en avoir. J'ai compris, mais je précise. Plus loin, ces barrages près du stade, il a fallu les lever parce qu'il n'y en avait pas eu plus loin qui aurait permis d'atténuer la foule sur ces barrages près du stade. Alors, sur la deuxième partie, je suis d'accord avec Elisabeth Lévy. Sur la première partie, je vais répéter, on a évité un drame beaucoup plus grave. Et des blessés graves et des morts. Alors maintenant, de dire qu'on peut s'en satisfaire, je ne dis pas ça. Mais je dis que la coopération, et moi je défends cette idée de coopération en tant que média d'information sur la sécurité avec Agnew Sécurité, de la coopération du public et du privé. Et qu'il faut l'accentuer. Là où Madame Lévy, je suis assez d'accord avec elle, c'est que il aurait fallu, c'était un événement, on l'a dit, mondial, planétaire. On savait qu'il y avait 50 000 Anglais qui viendraient sans billets. Il y a eu des fan zones qui ont été installées. Mais aujourd'hui, et depuis quelques années, on observe, notamment dans les grands événements, des supporters qui viennent pour sentir l'atmosphère, sans avoir de billets nécessairement. On l'a vu dernièrement là, à Séville, on le voit aussi à Tirana. Je rappelle qu'à Tirana, en Albanie, la semaine dernière, le 25 mai, entre l'AS Rome et Feyenoord, c'est une trentaine de blessés, de policiers et 2 Albanais qui sont gravement blessés. Voilà. Donc, et ça s'est passé en dehors du stade. Alors, moi, je veux dire, Madame Lévy, oui, vous avez raison, et que peut-être qu'il fallait mettre dès la porte de la chapelle, avoir des médiateurs, avoir des agents de sécurité qui puissent rassurer et surtout alerter en cas de problème majeur. J'ai effectivement des échos très importants d'Espagnols et d'Anglais qui se sont fait détrousser aux abords du stade entre la porte de la chapelle et le Stade de France. Mais là aussi, la sécurité publique ne peut pas tout faire. Ce sont des événements quand même qui sont organisés par l'UEFA, avec la Fédération Française de Football, qui, à ce jour, je ne les entends pas parler, la Fédération Française de Football. Ils sont pas trop, un peu inaudibles, et on aimerait bien aussi avoir un peu d'écho de leur part. Mais enfin, c'est des organisations privées et qui demandent aussi de l'argent, et il faut que cet argent ne soit pas économisé, elle soit déployée aussi en relation avec la préfecture et le préfet, anticiper ces problèmes-là. Allez, ça pose un certain nombre de questions. On va continuer, évidemment, jusqu'à 9h30. Michael Lechard, on va continuer dans un instant, parce qu'il y a les infos de 9h. Éric Revel qui sera avec nous aussi sur le silence d'Emmanuel Macron depuis plusieurs jours maintenant, depuis samedi soir, autour de ça, et puis même d'une façon générale. Et puis toutes vos questions, 0826 300 300 et évidemment nos éditorialistes. À tout de suite. 9h06, la suite des grands débats dans un instant avec nos invités. Et tout de suite, c'est Éric Revel. Bonjour Éric, bienvenue. Bonjour Éric.
Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Oui, alors on continue donc sur ce fiasco du Stade de France, parce qu'il y a beaucoup de questions évidemment à se poser. Ce qu'on verra avec Michael Lejarre dans un instant, vos questions au 0826 300 300. Et alors, ce que disait Elisabeth tout à l'heure, oui mais alors mon Dieu, heureusement, vous dites que ça s'est bien passé, qu'il n'y ait pas eu de victimes dans un stade, heureusement, sauf qu'on est passé pas très loin de la catastrophe. Revenons avec vous, Eric, sur un plan politique, parce que depuis quelques jours, Emmanuel Macron est plutôt discret, voire silencieux, alors que les sujets ne manquent pas, évidemment, comme le fiasco du Stade de France. Oui, aucune déclaration, aucune visite sur le terrain. Bon, je sais qu'Emmanuel Macron est attendu cet après-midi à Cherbourg pour visiter un hôpital, mais sinon, on a eu le droit à 2 tweets récents du président de la République. L'un pour rendre hommage au journaliste français Frédéric Leclerc-Imhoff, mort en Ukraine. L'autre pour saluer la victoire de La Rochelle face à la province du Leicester en rugby. Et puis c'est tout. Emmanuel Macron garde jusqu'à présent le silence, comme reclus à l'Élysée. Rien sur les élections législatives, rien sur l'économie française en grande difficulté, rien sur l'affaire Abad, et encore moins que rien sur le fiasco donc du Stade de France. La parole jupitérienne si prompte habituellement à s'inviter dans nos vies quotidiennes, eh bien cette parole présidentielle, Patrick, est tout à coup muette. Oui, est-ce que c'est le rôle du chef de l'État de descendre ainsi dans l'arène politique ? Écoutez, dans l'affaire du fiasco du Stade de France, le mutisme quand même d'Emmanuel Macron est, si j'ose dire, éloquent. Voilà une affaire quand même, puisque vous posez la question, qui menace de tourner à la crise politique ou diplomatique. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est traité de menteur en Grande-Bretagne. Voilà donc une affaire qui atteint directement, une fois de plus, l'image de la France, qui touche sa crédibilité sur la scène internationale. Et le président de la République, il est aux abonnés absents. Pas un mot, pas un tweet. Emmanuel Macron regarde ailleurs. En agissant ainsi, pour moi, il fait pas preuve d'autorité du tout. Oui. Est-ce qu'il n'attend pas les conclusions des enquêtes pour y voir plus clair ? Logique, finalement. Alors, oui, on peut le penser. La France a ouvert une enquête, c'est vrai, vous le rappeliez, sur la brigade, grâce à la brigade de répression de délinquance auprès du parquet de Bobigny, qui est chargé de faire toute la lumière sur la fausse billetterie du Stade de France, dont Darmanin n'a de cesse d'accuser les Anglais de Liverpool. Bon, très bien, mais attention, l'UEFA, vous l'avez vu, lance sa propre enquête indépendante. Le mot indépendante est important. Une enquête, évidemment, pour faire aussi toute la lumière. Mais indépendante, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Organisation européenne de football se méfierait des conclusions de l'enquête française. C'est une nouvelle forme d'humiliation, je trouve, pour la France. Et donc pour le chef de l'État. Humiliation, vous allez loin. Ce qui est certain, c'est que c'est Emmanuel Macron qui avait insisté pour que cette finale se joue à Paris. Oui, vous faites bien de le rappeler, parce que on voit bien que l'Élysée est dans l'embarras sur cette affaire, d'où le mutisme du président, sans doute, parce que c'est Emmanuel Macron qui a fait des pieds et des mains, on s'en souvient, pour que Paris organise à la place de Saint-Pétersbourg, au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine, pour que Paris et le Stade de France organisent cette finale de la Champions League. C'est Emmanuel Macron qui a pesé de tout son poids. Or, 3 mois, c'était trop court, nous disent les experts, pour organiser cette compétition sans risque. 2 choses l'une, ou Emmanuel Macron n'a pas souhaité écouter les experts en organisation, ou bien pas un n'a osé le lui dire, mais ça évidemment, Patrick, aucune enquête ne le révélera. Avec nos invités, notre invité, Michael Lejarre, donc cofondateur d'Agora Manager et Agora Média, et puis vous, 0826 300 300, Lydia Guirous et Elisabeth Lévy. Michael Lejarre, sur ce que l'on disait là, est-ce qu'il y a eu un manque d'anticipation, de préparation 3 mois pour organiser cette finale, ce n'était pas suffisant? Ça semble quand même assez incroyable, parce qu'on a l'habitude d'organiser des événements, même si évidemment c'est une finale européenne. Encore une fois, là où je rejoins Elisabeth Lévy, ce qu'elle disait tout à l'heure, je pense que l'UEFA et la Fédération française de football auraient dû demander une dérogation. Il faut avoir une dérogation pour avoir des agents de sécurité privés, la sécurité privée sur place, des médiateurs, des gens qui parlent anglais, sur le chemin de la porte de la Chapelle jusqu'au Stade de France. Déjà pour rassurer, sécuriser, accueillir. Et ça, il n'y avait pas. Ça, on n'avait pas demandé, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de dérogation. Alors, les dérogations se font, un agent de sécurité n'a pas le droit d'être sur la voie publique, il faut avoir une autorité préfectorale et c'est bien normal. Encore une fois, la sécurité privée vient en appui de la sécurité privée, elle ne remplace pas. Les 10 prochaines années, on va avoir de plus en plus de problématiques de sécurité intérieure, je le disais. Pourquoi parce que la société est de plus en plus violente, parce qu'elle échappe en fait au contrôle de la police. Oui, une société de plus en plus violente et
certainement plus organisé aussi. Et on sait que les méchants, comme on dit, sont toujours 3 coups d'avance, et qu'il faut se structurer. On voit que dans d'autres pays, au risque de me répéter, ça fonctionne mieux. Quel pays où ça fonctionne mieux? Notamment l'Espagne, où on a... Alors comment font-ils alors en Espagne? Déjà, la sécurité privée est accueillie et attendue par la sécurité publique. On rappelle que il y a une personne qui coopère avec la sécurité publique dans chaque commissariat de la Guardia Civile. Donc on a un représentant de la sécurité privée qui est là et qui travaille en collaboration avec les forces de l'ordre. Et formé pour ça. Bien sûr, formé, il y a des formations, etc. Alors on reviendra aujourd'hui sur comment c'est structuré, la sécurité privée. Je rappelle, c'est 350 000 personnes qui travaillent autour de la sécurité privée. Et la sécurité privée, c'est pas que le vigile, comme certains disent, et le chien. J'aimerais qu'on dise agents de sécurité. On parle de stadiers, non, ce sont des agents de sécurité avec plusieurs missions qu'ils ont. Donc on voit bien que en Espagne, il y a des organisations aujourd'hui qui se passent bien, de l'information, du renseignement, de la collecte de données, de l'analyse de données, et justement, ils peuvent mieux anticiper et prévenir. Alors l'un des problèmes quand même, c'est que ce ne sont pas les agents de sécurité qui vont aller dénicher à la fois les fraudeurs, s'il y a eu autant de faux billets, et puis les bandes organisées qui viennent pour détrousser les spectateurs. Oui, et puis alors les agents de sécurité, contrairement à ce que dit Mme Elisabeth Lévy, sont des gens extraordinaires. Moi, je voudrais le rappeler, ce sont des gens fabuleux qui aiment leur métier, c'est pas évident. Ils sont pas payés très cher, notamment dans la sécurité événementielle. Je pense qu'on doit moderniser cette sécurité privée. Elle s'est structurée aujourd'hui. Maintenant, il y a une fédération française de la sécurité privée qui a été créée et fondée par Claude Tarlet. Maintenant, le président, c'est Jean-Christophe Chouat, avec un certain nombre d'associations et syndicats. Et c'est historique depuis 2 mois. Jamais la sécurité privée avait été unie de cette manière. Alors, c'est des syndicats autour de la vidéoprotection, de la surveillance humaine. C'est pas très connu, parce qu'on mélange tout, bien souvent. Mais même sur la sûreté internationale, je voudrais dire que la sécurité ou la privée agit. Nous avons aujourd'hui des femmes et des hommes, des Français, qui ont aidé sous appel d'offres et autorité du ministère des Affaires étrangères le rapatriement d'un certain nombre de personnes d'Afghanistan. Ça n'a malheureusement pas été dit dans nos grands médias. À News Sécurité, on en a parlé en tant que média d'information du continuum de la sécurité. Ce que vous dites, quand on vous suit, Michael Lejar, on a l'impression que finalement les forces publiques ne font plus grand chose et que tout est de l'ordre de la sécurité privée. On peut comprendre ça. Je reste à dire que la sécurité privée sera et est en appui de la sécurité publique. Et la coopération, je dis, elle s'est accentuée, s'est développée et se passe de mieux en mieux. Et on fait référence à ce qui s'est passé à l'intérieur du stade entre les forces de police et la sécurité privée. Il y a une entente parfaite et opérationnelle. Ils ont tenu le choc à l'intérieur du stade. Allez, dans un instant, on continue. On va parler notamment aussi de la vidéosurveillance et puis peut-être de la reconnaissance faciale. Il y a des technologies qui sont très au point en France. Ça se pratique à l'étranger. Elles sont mises en place en France, mais nous, on n'a pas le droit. Pourquoi? On va voir ça dans un instant. 9h15, à tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Mélibus. Il est 9h18, on revient sur la sécurité, priorité des Français suite aux incidents du Stade de France avec Lydia Guérousse, Elisabeth Lévy. Éric Revel est notre invité ce matin, Michael Lejar, cofondateur d'Agora Manager et Agora Média et directeur de la publication à News Sécurité, avec vos appels, comme tous les matins, 0826 300 300. Et Simon qui est avec nous. Bonjour Simon. Bonjour Simon. Oui, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Votre question, c'est vrai qu'on pose sur les réseaux sociaux une question notamment autour par exemple de la vidéosurveillance et de la reconnaissance faciale. Est-ce qu'il faut mettre ça en vue des JO de 2024 ? Vous répondez non majoritairement. Oui, plutôt non majoritairement. Je sais que vous voulez poser une question autour de ça. Mais moi, disons que la vidéosurveillance, c'est comme la vidéoprotection, c'est quand même quelque chose de très très utile et assez dissuasif et qui évite effectivement au niveau humain d'être omniprésent partout, ce qui ne peut pas être impossible. Concernant les JO, que ce soit les JO ou pas, de toute façon, ça devrait être des choses qui devraient être mises en place depuis bien longtemps, que ça soit surtout sur les zones très peuplées, comme les centres commerciaux, les aéroports, les gares, et donc les JO en l'occurrence, parce que ça permet
permettrait au niveau de la menace terroriste de pouvoir peut-être identifier des gens avant qu'ils passent à l'acte, et aussi bien aussi pour les gens recherchés, et voilà, ça faciliterait la prise en compte de la sécurité, et ça éviterait peut-être justement les événements comme ça s'est produit au Stade de France, du fait qu'on aurait peut-être repéré déjà au préalable des gens qui, voilà, autour du Stade de France, et c'est juste un des exemples, et qui auraient peut-être été repérés avant qu'ils puissent se regrouper et commettre l'exaction, quoi. Oui. Voilà, la problématique, c'est que, bon, la CNIL évidemment s'oppose à ça, et que, bon, le tempérament français fait que on a toujours peur que ça soit un moyen de surveillance et non pas un moyen de protection. Donc c'est vrai que c'est délicat de changer les esprits. Et après, on a tendance à faire un parallèle, par exemple, avec la Chine. Bon, ce serait loin du compte, puisque de toute façon, c'est pas un problème. Aux États-Unis, ça se fait sans problème. Il n'y a pas de. C'est une question d'évolution d'état d'esprit et de volonté, effectivement, de voir si la sécurité prime sur certaines libertés. On n'a pas hésité pour le pass vaccinal d'aller à l'encontre des libertés, parce qu'on a joué sur les peurs des Français, politiquement surtout. Mais là, par contre, non, on n'est pas capable de surpasser un peu certaines réticences qui ne sont pas forcément justifiées, quoi. Mickaël Lejarre, alors sur cette question autour de cette reconnaissance faciale et vidéosurveillance, est-ce qu'il faudra aller plus loin ? Alors, on rappelle sur les nouvelles technologies, aujourd'hui, effectivement, il y a la vidéosurveillance, la vidéoprotection, qui est plutôt dans les rues et organisée par les forces régaliennes et l'État. C'est quand même le secteur privé qui installe toutes ces vidéoprotections, et puis la vidéosurveillance. Que vous défendez, le secteur privé. Non, mais on le rappelle bien pour les autres. Non, mais vous êtes bien sûr. Mais attendez. Sur les 10 prochaines années, moi, je suis en tant que média d'information aujourd'hui. Donc, moi, je ne suis pas patron de boîte de sécurité privée, et je ne suis pas non plus un agent de sécurité, je ne suis pas directeur de sécurité. En revanche, le constat qu'on fait sur la sécurité intérieure de ces 10 prochaines années, on parle de cybersécurité avec des attaques massives sur nos entreprises françaises, c'est un problème. On voit bien qu'il y a une coopération publique-privée, notamment avec la gendarmerie nationale, qui est vraiment en fer de lance là-dessus, et qui est très douée, et du secteur privé. Mais c'est la même chose au niveau de la rue demain. On parle des événements dans les stades, mais il est clair que les nouvelles technologies, on a les fonctionnalités pour lutter contre des drames, pour lutter aussi contre des gens qui se font détrousser et redonner un sentiment de sécurité. Allons-y directement sur la reconnaissance faciale. Alors la reconnaissance faciale, elle n'est pas aujourd'hui acceptée en France par la CNIL, mais je rappelle que la CNIL fait son métier. La CNIL, c'est les élus. Et nous avons l'Assemblée nationale, les députés, etc. Donc il y a une chose qui est quand même... On va faire un parallèle. Est-ce que c'est autorisé ailleurs ? Alors, ça, c'est autorisé ailleurs dans certains pays, pas dans toute l'Europe. Il y a reconnaissance faciale et l'intelligence artificielle, c'est deux choses. Ah oui, deux choses donc différentes. Là, donc l'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est débattu au Parlement européen et c'est en concertation, et c'est normal. Il faut qu'il y ait des débats pour et contre. Moi, je rappelle, on revient sur la vidéoprotection et sur la reconnaissance faciale. Vous savez, quand vous faites du 160 km/h sur l'autoroute au lieu de 130, vous avez un petit flash. Ce petit flash, c'est la photo. La photo, c'est vous, mais avec votre maîtresse ou avec quelqu'un d'autre. On interfère dans votre vie privée quelque part, et on va dire, vous voyez, c'est vous, monsieur. Donc on a bien de la reconnaissance faciale. On est dans la reconnaissance faciale parce que derrière on va payer une amende et on va avoir des points en moins. Là, il y a la crainte d'être tous fliqués, quoi. Aussi, oui, mais enfin, ça existe déjà, cette reconnaissance faciale sur l'autoroute. Bon, pourquoi elle est pas... Et c'est bien normal, puisque des gens qui vont faire 200 mais dans ce cas, ça ne permet pas d'éviter ce qui s'est passé. La reconnaissance faciale, ça permet de retrouver les personnes, mais de ne pas anticiper et d'éviter des débordements. Ça peut être c'est dans le cadre d'une enquête que c'est utile. Alors, effectivement, ça c'est pour la vidéoprotection. Aujourd'hui, il y a eu, notamment sur des crimes, etc., on peut retrouver les gens beaucoup plus rapidement et très loin même en Europe. Donc, ça peut permettre sur la reconnaissance faciale, sur les interdictions de stade, par exemple. Exactement, ou aussi... Alors, quand ils sont connus. Alors oui, mais sûr, et là c'est là où il y a des PC de sécurité aussi, des cellules de crise, mais autour de ça, c'est que si on parle de reconnaissance faciale, ce qui peut être utile demain, et les fonctionnalités existent, c'est quand il y a eu une bande organisée qui sévit dans un quartier, etc., c'est de pouvoir tracer ces personnes-là, et notamment grâce à l'intelligence artificielle. C'était débattu. Mais aujourd'hui... clairement, moi, le message, c'est que la sécurité publique fait
est remarquable. On a des forces de police en France qui sont remarquables. Ah bah c'est pas ce que disent tout le monde. Hein. Oui, bien sûr, c'est critiqué en fait. Moi, je veux droite comme de gauche. Alors, d'accord. Alors, d'un côté, c'est les policiers qui font de la violence policière, mais qui sont contraints, malheureusement, sous ordre du préfet, pour éviter des attroupements au Stade de France, évidemment de gazer. Mais on s'appelle. Bon, et c'est déplorable, mais on en arrive là. Pourquoi? Et puis de l'autre côté, vous avez d'autres personnes qui disent oui, c'est les immigrés, c'est les voyous qui viennent de pays étrangers. Je veux dire qu'il faut rester mesuré. Moi, je rappelle que les agents de sécurité, il y en a beaucoup, ce sont des compatriotes qui sont issus aussi de l'immigration et qui font un travail remarquable. Et pourquoi on n'en parle pas? Il faut qu'on revoie, soyons mesurés dans nos propos. Et moi, je veux bien qu'on tabasse à chaque fois, soit les policiers, soit c'est la faute des immigrés, mais soyons mesurés. Et je pense que la solution, et en tant que média d'information, c'est notamment le continuum de la sécurité. La sécurité privée qui va être sous autorité de la sécurité publique. Ça pose pas, à chacun son métier, son métier, les vaches seront bien gardées. Non mais ça ne pose pas un problème, parce que c'est vrai que c'est plutôt de l'ordre de l'État, la sécurité en fait dans un pays, donc c'est régalien comme sujet, et que ce soit confié au privé. Michaël Lejarre, non? Progressivement. Oui, il y a par tradition en France, la sécurité, et même chez nos concitoyens, doit être forcément la sécurité publique. Mais je le répète, la sécurité privée a des formations différentes, des technologies différentes, et qui vont appuyer, qui vont aider la sécurité publique dans leur travail. Quelle est d'ailleurs cette formation, la formation de vos agents privés? Parce que les policiers ont une formation sur plusieurs années, ils apprennent également à manier les armes, ils apprennent le maintien de l'ordre, enfin ils ont une formation qui est assez conséquente et qui est continue. Quelle est celle de ces agents que l'on voit notamment aux abords des stades, devant les boutiques ou dans d'autres événements? Alors, je vais y répondre, mais juste, je rappelle que la sécurité privée, aujourd'hui, c'est une quinzaine ou une vingtaine de métiers différents. Faut le rappeler, ça. Et c'est pas que la surveillance humaine, c'est les nouvelles technologies, on en a parlé. Ceux qui fabriquent la vidéoprotection et les drones, c'est pas le secteur public, c'est bien le secteur privé. Donc ils sont formés, des installateurs pour ces vidéoprotections, des chercheurs, des scientifiques. Mais ce qui se fait en présentiel? Alors maintenant, ce qui se fait en présentiel, au niveau de ce que vous appelez la surveillance humaine, qui sont du type gardiennage ou stadier, pour ceux qui le disent, mais qui sont des agents de sécurité, avec des missions, qui peuvent être aussi des missions de protection. La formation, aujourd'hui, c'est un souci, effectivement. On est sur des agents de sécurité, notamment avec 185 heures de formation. Et puis après, vous avez ce qu'on appelle le SIAP 1 et le SIAP 2, avec des formations et des examens. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Allez, question encore avec Éric Revel aussi. Éric, Oui, moi, monsieur Lejarre, je vais pas être mesuré, vous allez voir. Je vais vous dire, moi, ce que je constate, et ce que beaucoup de Français constatent, c'est que on a des forces de l'ordre républicaines qui sont utilisées pour vérifier que vous avez bien votre masque pendant la crise du Covid et qui vous mettent un PV. On a des gendarmes, malheureusement, qui sont de plus en plus utilisés pour verbaliser et pour relever les compteurs des radars kilométriques. Et pendant ce temps-là, la sécurité en France, républicaine, eh bien, elle part à l'eau. Et ça, les Français le constatent. C'est-à-dire que d'un côté, on a une insécurité grandissante, mais regardez le nombre de faits divers et d'agressions qu'il y a dans les rues. Vous dites qu'il faut être mesuré, c'est pour ça qu'il dit ceci. que dans les 10 ans qui viennent, ça risque d'être terrible. Mais d'accord, mais moi je préfère des forces de l'ordre républicaines, police ou gendarmerie, en nombre conséquent et qui ont le droit d'intervenir, même si ça déplaît à certains, plutôt que de confier à une sécurité privée le maintien de l'ordre dans ce pays. Donc moi je suis pas mesuré. C'était pas ce que j'ai dit. C'était pas ce que j'ai dit. J'ai dit que la sécurité. Non, mais à chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec vous, vous dites c'est pas ce que j'ai dit. Mais si, je vous écoute depuis une demi-heure. Je dis simplement que la sécurité privée vient en appui de la sécurité publique. Et vous avez des formations dans la sécurité privée que n'ont pas la sécurité publique. Je suis désolé, sur le problème de vidéoprotection qu'on parle, eh bien il faut les installer, il faut les restaurer, ça fait partie de la sécurité intérieure de notre pays. C'est pareil pour la cybersécurité. Vous voyez tout sur le prisme d'agents de sécurité, de surveillance humaine, mais la sécurité privée est bien plus large que ça. Et j'expliquais tout à l'heure que la Fédération française de la sécurité privée, et on peut s'en féliciter, c'est historique, nous avons toutes les organisations
patronales qui se sont réunies sous un même drapeau. Je veux dire, ça, c'est historique, il faut le saluer depuis 2 mois. C'est-à-dire que, non, mais pour élargir un peu le sujet, mais dans la suite de ce que disait Eric, en fait, à l'instant, ou encore Elisabeth tout à l'heure, c'est vrai que pour l'ensemble des festivals, pour l'ensemble des manifestations, et Dieu sait s'il y en a, on a besoin de plus en plus de sécurité. Et quand vous allez, en fait, à un festival, vous ne demandez pas devant chaque stand, ou devant une fête foraine, vous ne demandez pas forcément un policier, quoi. Eric, est-ce que vous voulez aller jusque-là? C'est ce que vous voulez? Ou alors est-ce que finalement c'est du domaine d'une sécurité en fait beaucoup plus privée avec des forces de l'ordre extérieures? Non mais attendez, c'est ça. Non mais c'est ça. Il est question de ça, Eric. Quoi. Il faut pas confondre les choses. Quoi. C'est exactement ce qui s'est passé à Saint-Étienne, où il n'y avait pas suffisamment de personnes à l'intérieur du stade qui n'ont pas pu empêcher, évidemment, les gens d'aller. Et là, il y avait des policiers autour. Mais en revanche, dans le stade, c'est différent. Non, mais évidemment. Oui. D'abord, il faut remarquer que la société française est de plus en plus violente. C'est une banalité, mais les banalités sont bonnes à dire de temps en temps. Elle est de plus en plus violente. Le foot est de plus en plus violent. On a de plus en plus de débordements. Donc, il y a des stadiers qui sont issus de boîtes privées qui doivent à l'intérieur des stades veiller à ce que tout se passe bien. Mais je note, attendez, moi, j'écoute, je lis des choses comme vous. J'ai entendu Elisabeth qui, à mon avis, et ça c'est un point important, qui expliquait que certains stadiers visiblement pactisaient avec les gens qui détroussaient les gens devant le Stade de France. Alors, ces boîtes privées, comment elles recrutent? Mais voilà, comment elles recrutent ces boîtes privées, cher monsieur Lejard? Elles recrutent comment elles font? Oui, là, je vois que vous haussez un peu les épaules. Ben oui, c'est gênant. Mais alors, dans ces cas-là, si des employés du secteur privés qui sont chargés de la sécurité à l'intérieur des stades ou juste à l'extérieur, qui sont chargés de contrôler les billets, sont des gens qui laissent passer les voyous dont on parle. Mais regardez la presse espagnole, regardez la presse anglaise, vous verrez ce qui s'est passé. Comme dans tous les métiers. Mais dans les aéroports, c'est exactement la même chose. On va pas dire que mais dans tous les métiers, d'accord, mais monsieur nous dit depuis tout à l'heure, tous ces gens sont merveilleux et on doit, tout repose sur la coopération. Mais excusez-moi, il se trouve qu'il y a une spécificité de l'État, c'est qu'il est garant de l'intérêt général. Absolument. Moi, je ne confie pas l'intérêt général à des gens qui viennent gagner leur vie, et c'est bien normal, si vous voulez qu'ils gagnent leur vie, mais je ne leur fais absolument pas confiance. Je ne fais pas confiance à des sociétés dont l'objectif est, et c'est légitime, pardon. Oui, je suis désolé, je ne fais pas confiance. Mais pardon, excusez-moi, je vous ai bien écouté, donc si ça vous ennuie pas, je vais vous répondre. Je ne fais pas confiance à des sociétés dont l'objectif, et c'est légitime, est de faire du profit pour garantir l'intérêt général. Et par ailleurs, j'aimerais quand même vous répondre sur un point, parce que la victimisation, si vous voulez, ça va. Personne n'a tabassé les immigrés, comme vous l'avez dit, personne n'a dit les immigrés, mais tout le monde a vu. Toute la presse internationale, en tous les cas, parce que nos médias, pour une partie, ne l'ont pas vu visiblement. Mais donc tous les médias internationaux ont bien vu, si vous voulez, qu'il y avait 300 à 400 racailles, certains venus des cités, d'autres de la Porte de la Chapelle ou ce genre de choses, qui ont détroussé des gens. Alors je veux bien que des drames aient été évités, mais quand vous êtes une famille, que vous venez avec vos enfants au stade, que vous avez dépensé de l'argent pour passer un week-end en France et voir une finale de foot, et que vous repartez, que vous êtes fait piquer vos téléphones, vos bagages, etc., et éventuellement agressé, excusez-moi, je ne trouve pas que les drames aient été évités, non. Réponse avec Michael Lejard. On est d'accord sur le constat, je l'ai dit. Maintenant, si, ça a été dit notamment par des partis qui ont dit que c'était la faute des immigrés, ça a été dit. Pas des immigrés, la faute de ces racailles. Mais en revanche, qu'il y ait des bandes organisées, je l'ai dit, et c'est pas que aux abords du Stade de France, et c'est tout au long de l'année, et c'est pas que à Paris. Ces bandes organisées, elles sont structurées, elles agissent un peu partout. Force est de constater aujourd'hui que quand il y a une coopération public-privé, et je ne voudrais pas réduire la sécurité privée, encore une fois, à la surveillance humaine. Je l'ai dit, vous avez des métiers différents dans les nouvelles technologies, dans la cybersécurité, dans la reconnaissance faciale, dans l'information financière, etc., etc. Ne réduisons pas la sécurité privée au simple fait d'agents de sécurité. Et qui font, je le répète, un travail qui n'est pas facile. Bien sûr, Madame Lévy, vous avez raison, il y a nécessairement des agents de sécurité qui sont
pas digne. Enfin, je rappelle que beaucoup d'agents de sécurité ont sauvé des vies, que beaucoup d'agents de sécurité ont été blessés. Bon, merci beaucoup. Un débat très intéressant, évidemment, et qui se pose. C'est l'une des grandes questions qui se posent pour les années qui viennent. Bien sûr, on le voit à travers la sécurisation d'événements comme ça. Merci, Michael Lejarre, de la publication A-News Sécurité. Merci. Elisabeth Lévy va s'abonner. Éric Revel et Lisa Guérou. Bien sûr, c'est intéressant, la controverse. Évidemment. C'est ce que l'on fait sur Sud Radio, bien sûr, pour faire avancer le débat.